L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est M. Pascal Côté, qui est président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, CSQ. M. Côté, bonjour. Bonjour. Pascal, on vient de se sortir d'une longue et ardue négociation. Est-ce qu'on peut dire longue et ardue? On peut dire longue et ardue sous le couvert de la pandémie. La négociation, à proprement parler, a débuté fin octobre 2019 par le dépôt de nos demandes. L'entente de principe s'est conclue au 30 juin 2021. Un an et demi de négociation. Les textes de convention collective devaient se signer hier ou autour du 15 novembre. Donc, on parle de plus que 2 ans au total entre le début de la négociation et la signature des textes. Maintenant, il faut comprendre que la véritable période de négociation a débuté en quelque part en janvier 2020, mais c'est conclu le 30 juin 2021. Pour combien de temps? Une convention collective d'une durée de 3 ans. Ça veut dire que vous êtes toujours en négociation? Effectivement. Parce que là, vous allez recommencer bientôt, si je comprends bien? Nous reprenons le processus nous menant au dépôt qui sera autour du 30 octobre 2022. Donc, ça, c'est prévu par la loi. 30 jours avant la fin de la convention, exactement, dans un peu moins d'un an. Donc, on reprend le processus dès cet hiver. Consultation des membres, etc., et écriture du cahier de demande pour nous mener à un dépôt en quelque part entre le 20 et le 30 octobre 2022. Exact. Je suis moins familier. Probablement que les gens nous regardent aussi puis sont moins familiers avec le processus et comment ça marche. C'est pour ça que c'est le fun qu'on en parle. Le fait que vous négociez de 2019 aller à 2021, la convention s'écrit actuellement, mais elle est en vigueur. C'est quoi, rétroactive? Comment ça marche? Parce qu'elle n'est pas écrite, donc il faut l'écrire avant de l'appliquer. C'est la vieille convention qui tient. Expliquez-nous un peu comment ça marche. Pour celle-ci, je vais avoir 2 réponses. En temps normal, tant que la convention collective n'est pas remplacée par la nouvelle, donc par la signature des textes qui, comme je vous disais, là, devait avoir lieu dans ces jours-ci, c'est l'ancienne convention qui s'applique. Et pour tout ce qui est de paramètres salariaux qu'on a négociés, bien, ça va s'appliquer à l'entrée en vigueur de la convention. Mais si on a des augmentations de salaire, on a des augmentations de salaire, par exemple, au 1er avril toujours, 2020. Je pense, la pièce maîtresse de discussion. Entre autres, ces augmentations de salaire-là sont rétroactives. Donc, dans notre cas, là, tout ce qui est somme rétroactive devrait nous être versé en quelque part avant le 15 janvier. Ça, c'est dans l'entente là, qui s'est négociée là, au niveau de l'écriture des textes. Donc, là, ça veut dire que les enseignants n'ont pas eu leur augmentation. Exactement. Ça pourrait aller. Ça va aller. Début 2022. Ben, c'est en quelque part début 2022. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a comme 2 réponses pour cette négocie. Il y a ceci de particulier que certaines dispositions des nouveaux textes de convention collective qui sont appliqués depuis le début de la présente année scolaire, même si les textes n'étaient pas finalisés. Il devait y en avoir plus, mais on ne sait pas trop où a été le bug, si on se permettait l'expression, là. Mais il y a quelques dispositions qui sont appliquées depuis le début de l'année. Il devait en avoir d'autres. Mais finalement, ça va s'appliquer là, à compter de la signature des textes. C'est toute une gymnastique? Oui. Oui. Parce que c'est la négociation, c'est l'entente de principe. Oui, exact. Parce qu'on entend toujours ça, il y a une entente de principe. Oui. Après ça, l'entente de principe tient le temps qu'on écrit la nouvelle convention. Exact. Mais là, la convention va se signer presque un an avant la prochaine négo. Donc, ça veut dire que vous êtes tout le temps en négociation. Le processus repart. D'ailleurs, habituellement, dans les dernières années, quand je dis les dernières années, là, je remonte la convention non, pas l'entente, mais les dispositions, ce qu'on a appelé à ce moment-là les dispositions liant
en 2005, parce qu'on appelait ça les dispositions liantes parce que ça avait été un décret. Il avait décrété à ce moment-là, le gouvernement Charest, une entente de 5 ans. En 2010, c'était une entente de 5 ans. En 2015, c'était un autre 5 ans. Puis là, au point de départ, on travaillait sur des ententes de 5 ans, ce qui fait en sorte que même si ça prend 2 ans, l'ensemble du processus, bien, au moins, on peut la convention collective. Là, compte tenu de la pandémie, compte tenu du fait que le premier ministre nous avait donné un signal, supposément, où on voulait régler rapidement avant la fin de la convention collective, quand on est entré dans la pandémie là, au mois de mars 2020, eh bien là, on s'en allait sur des dispositions de 3 ans. Mais je voudrais régler rapidement du premier ministre, là, ça ne s'est jamais avéré aux tables de négociation. C'était complètement gratuit. Je ne sais pas ce qu'il voulait, là, mais je ne sais pas quel objectif. Ce qu'il a dit, puis ce qui... Entre ce qu'il a dit et ce qui s'est réellement passé, là, il y avait un monde. Un monde de différence. C'est pour ça que ça a été long. Mais là, vous ne pouvez pas passer votre temps en négociation. Est-ce que vous allez revenir avec la formule de 5 ans? Pour vous, président du syndicat, laquelle formule est meilleure? Court terme ou long terme? Ça dépend. Bien, court terme puis moyen terme, là, ça dépend. Dans la présente négociation, nous avions énormément de demandes en lien avec les conditions de travail, composition de l'Atlas, allègement de tâches, tous des enjeux là, qui nous amènent à la pénurie d'enseignants qu'on connaît actuellement. Puis, en fait, je vais l'élargir là, pour l'ensemble du monde de l'éducation, que ce soit le personnel de soutien, personnel professionnel. Il y a des enjeux majeurs au niveau des conditions de travail parce que la profession n'est plus attractive. Puis on perd du monde année après année, des enseignants de 20-25 ans d'expérience. Pourquoi? Qui m'appellent puis qui disent « Moi, je suis tanné, je suis plus capable, il faut que je sorte de là. » C'est complexe. L'enseignement, c'est extrêmement complexifié dans les 20-25 dernières années, ce qui fait qu'on en arrive là. Et ça, ce sont des enjeux au niveau de nos conditions de travail pour lesquelles on n'a rien obtenu dans la présente convention collective, dans la présente négociation. Donc, une entente de 3 ans nous permet de repartir rapidement la machine pour essayer de faire des gains pour nos membres là-dessus. Et c'est ce que j'ai dit en Assemblée générale l'année dernière, quand on a eu l'entente de principe au niveau sectoriel, donc concernant seulement les enseignants. On parle d'une entente de 3 ans, ce qui nous permet rapidement, après on l'espère, la pandémie, de redémarrer la machine et aller faire des gains parce qu'il va falloir trouver des solutions. Vous signez une convention, mais vous n'avez pas de gains. Ça me surprend. Ben, on a eu certains gains. Comme? On a eu certains gains. Au niveau monétaire, on peut pas dire qu'on a eu des redressements au niveau de l'échelle salariale, notamment pour les premiers échelons. Donc, à partir de cette convention-là, les enseignants qui rentrent à l'échelon 3 dans notre jargon, donc qui est l'échelle de base, vont être au-dessus de 50 000 par année. Ça, c'est un gain. C'est un gain d'autour de 8 là, pour cet échelon-là. Il y a certains gains qu'on a faits au niveau aussi des surveillances. On enlève des minutes de surveillance dans la tâche des enseignants, ce qui leur permet normalement de faire plus d'encadrement. En fait, c'est une reconnaissance de ce qu'ils faisaient déjà, parce que c'était ils le faisaient, mais ce n'était pas écrit en nulle part dans leur tâche. Sauf qu'on sait que c'est appliqué de façon différente dans les écoles et certaines directions d'école ont trouvé le moyen d'en rajouter sur le tas, ce qui n'est pas du tout pour aider pour l'attraction, la rétention là, du personnel enseignant. Vous entrez à nouveau, vous l'avez dit, là, consultation des membres. Là, oui. Ce que j'ai compris probablement au début du printemps. La consultation des membres va plutôt être en retour janvier, février. Oui. On débute. Là, on n'a pas encore établi l'ensemble du processus parce qu'on comprend qu'habituellement, c'est un processus qui s'échelonne sur presque 2 ans. On fait un bilan de la dernière négociation. On fait une première ronde de consultation sur des principes. Ensuite, on consulte là, sur vraiment le contenu de ce qu'on voudrait avoir dans la convention collective. Va falloir être créatif parce qu'on n'a même pas, dans moins d'1 an, il faut avoir déposé notre cahier de demande et ça, c'est prévu par la loi là, qui régit la négociation du secteur public. Quels sont les enjeux de la prochaine négo? L'enjeu majeur, tout ce qui tourne, je vais le mettre sous le chapeau de la pénurie du personnel enseignant. Je vais vous en parler aussi, là, mais... Mais ça tourne
ça tourne autour de tout ça, mais ça a un lien avec la composition de la classe. Quand on se retrouve dans des classes ordinaires avec plusieurs élèves, il faut soit faire des adaptations ou des modifications. Ça a un lien avec le soutien qu'on a en classe pour ces élèves-là. Ça a un lien aussi avec la tâche, ce qu'on appelle la tâche enseignante, qui se complexifie de plus en plus. Et là, il va falloir trouver des solutions à ces enjeux-là parce que on s'en va dans un mur. Nous sommes actuellement en pénurie d'enseignants, en pénurie de personnel professionnel, en pénurie de personnel de soutien scolaire. Et il faut trouver des solutions. On n'a pas le choix. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Nous en avions identifié, sauf que pour pouvoir trouver des solutions, les mettre en place, ça prend une partie patronale qui est en avant de nous, le premier ministre et le ministre de l'Éducation, et je dirais l'ensemble du gouvernement, qui reconnaissent qu'il y a un problème, qui reconnaissent surtout que les solutions applicables ne sont pas nécessairement les leurs et qui sont prêts à s'asseoir et à discuter de ces solutions-là. Est-ce que c'est le cas actuellement? Pas du tout. Non? Pas du tout. Regardez en santé là, ce qui s'est passé avec les infirmières. Ils ont décidé, le ministre Dubé a décidé, sans consulter personne, sans aller plus loin, ils ont dit, on met des primes, 15 000 pour garder notre monde, 12 000 pour attirer des personnes qui étaient retraitées ou qui étaient dans des agences privées, et puis on va avoir du monde. Est-ce qu'il y en a du monde? Est-ce que vraiment il y a beaucoup d'infirmières qui ont répondu à l'appel? Pas du tout. Presque pas. Parce que c'est pas l'argent nécessairement qu'ils ont besoin, c'est les conditions de travail. Mais Pascal, on est dans une population vieillissante au Québec. Il y a moins de monde, il faut le dire, là. Est-ce qu'il y a des solutions pour trouver du monde? Est-ce qu'il y a, sur les bancs d'école actuellement, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que, comme président du syndicat, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez sûrement des chiffres là-dessus ou des analyses? Alors, ce que l'on sait actuellement, c'est que le nombre d'inscriptions en enseignement, que ce soit préscolaire, primaire, adaptation scolaire ou bac en enseignement secondaire, n'a jamais été aussi bas dans les dernières années que ça l'est présentement. Donc, dans les 2-3 dernières années, il n'y a presque plus d'inscriptions. L'autre élément, ça a sorti là, dans les journaux début novembre, le taux de diplomation moyen en enseignement est autour de 65 %. Donc, ça veut dire que dans tous les étudiants qui s'inscrivent au bac en enseignement, tout bac confondu, on en a 35 % qui n'obtiennent pas le diplôme. À l'Université Laval, au bac en enseignement secondaire, il y a seulement 56 % des étudiants qui obtiennent leur diplôme après 6 ans de formation. C'est un bac de 4 ans. Il y a une problématique, là. Mais elle vient d'où, cette problématique-là? Bon, est-ce qu'il y a assez de gens qui s'inscrivent dans les baccalauréats en enseignement? Quand ils s'inscrivent, les jeunes au baccalauréat en enseignement, est-ce qu'ils idéalisent la profession quand ils arrivent dans le premier stage, ils constatent ce que c'est comme ampleur, et puis ils se disent « Non, moi, je ne ferai pas ça pour les 35 prochaines années de ma vie. » Est-ce qu'on valorise assez la profession enseignante? Tout ça, c'est des questions où on pense que la réponse, c'est non, entre autres pour la valorisation de la profession enseignante, mais où il faut mettre en place des moyens, il faut la valoriser, cette profession-là. C'est une belle profession, c'est une profession qui demande énormément d'énergie, par contre, qui est très gratifiante, mais l'énergie qu'elle demande, là, c'est quelque chose. Vous n'avez pas de boule de cristal, là, mais vous voyez l'avenir comment? En enseignement, bien sûr. On voit l'avenir comment? S'il n'y a rien qui est fait, c'est pas un avenir qui est rose. Je vous donne un exemple qui est personnel à moi. Mon père était directeur d'école, ma mère était enseignante. Le seul frère à mon père est enseignant. Du côté de ma mère, on a pratiquement toutes des enseignantes, des enseignants, des cousins, des cousines qui sont dans l'enseignement. Ma sœur est enseignante. Si mon fils me disait qu'il voulait aller dans l'enseignement aujourd'hui, nous aurions une méchante discussion. C'est grave ce que je viens de vous dire là. Mais ça illustre en même temps où on en est rendu, de quelle façon ça allait évoluer avec toutes les coupes qu'on a eues depuis les années 90.
le peu de services que l'on a pour nos élèves en difficulté, quand on arrive face à des élèves en difficulté, là, qui ont je suis enseignant au secondaire, qui ont de la misère à lire. Et moi, j'ai pas les ressources. J'ai pas étudié en adaptation scolaire, je suis enseignant en mathématiques. Moi, les stratégies de lecture qui relèvent la 4e, la 5e année, peut-être même la 3e année, c'est pas mon domaine d'expertise. Ça prend des enseignants en orthopédagogie pour ça. Ou d'autres spécialistes dépendant des problèmes, pour être capable de cerner ces problèmes-là, idéalement avant le secondaire, pour qu'ensuite ces élèves-là puissent être en réussite. C'est normal qu'un élève qui a de la misère à lire, je dis pas lire, là, reconnaître les mots, mais être capable de comprendre ce qu'il lit au primaire, quand il arrive... Puis ça, là, c'est surtout pas la faute des enseignants du primaire. Là. Ça, faut être clair. Au contraire, là, ils font leur gros possible avec tout ce qu'il y a, mais il manque de spécialistes en difficulté d'apprentissage. Et de support du ministère. Et de support, etc. Et quand ces élèves-là arrivent plus tard, peu importe, en 5e, 6e année, pas secondaire 1-2, ils ont de la misère à comprendre ce qu'ils lisent. Mais c'est des enseignants en orthopédagogie qu'on appelle des spécialistes des difficultés d'apprentissage. Moi, je suis formé en mathématiques pour enseigner les mathématiques. Donc, quand on parle de support, quand on parle de besoins pour les élèves qui ont des besoins particuliers, bien, c'est de ça qu'on parle. Et pour un enseignante ou un enseignant qui voit continuellement ces élèves-là s'enfoncer, s'en aller vers des échecs, puis qui essayent de faire des choses, mais qui en ont 5, 6, 7, 8 dans leur classe à s'occuper, qui ont tous des besoins particuliers différents, bien, c'est complètement démoralisant. Puis là, on cherche, puis on cherche, puis on cherche, puis on cherche. Mais finalement, il y a une partie de solution qui est le manque de soutien pour ces élèves-là. Intéressant. On a appris beaucoup ce matin. Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, merci d'avoir été avec nous. Tenez-nous au courant des prochaines étapes. Là, on voit que la convention se signe ou est signée depuis quelques heures. Il y a la reprise la machine se remet en marche après les fêtes. Absolument. Tenez-nous au courant des développements. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, la chronique La Pouponnière et les grands titres de l'actualité avec José Soucy.